Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Tout va bien pour moi, je t'entends bien. Nickel. Et dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire si vous nous entendez? Impeccable. Nice. Bon, super. Ok. Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Retex avec comme invité aujourd'hui notre camarade Jésus. Jésus qui est équipier à l'entraînement actuellement au sein de la flottille 12F et qui nous fait le plaisir ce soir de venir à nous parler un peu de son cursus au sein des EOPAN et ensuite du full US pour arriver ensuite en flottille à la 12F exactement. Donc sans plus tarder, oui, on va discuter avec Jésus, tout à fait, Infernoulet. Sans plus tarder, on va commencer donc euh, les premières questions. Est-ce que tu es prêt, Jésus? Je suis prêt. Bonsoir à tous et voilà, je suis prêt. Tout va bien. Ok, ok, ça marche. Alors, allez, on commence tout de suite parce qu'il y a une petite heure, pas plus, hein. Donc, première question de Hugo qui te pose donc la question, à quel moment cette idée de devenir pilote de chasse dans la Marine nationale t'est-elle venue? Alors moi, depuis que je suis gamin, depuis tout petit, je voulais être pilote de chasse. Euh, C'était pas forcément dans la marine nationale. Je crois que c'était une question qui va venir plus tard, mais la base pour moi, c'était plus ça va, plus on dit que, enfin plus je grandissais, plus on m'a dit pilote de chasse, c'est l'armée de l'air, ce qui paraît logique pour beaucoup de gens. Et donc du coup, je m'étais orienté plutôt armée de l'air par défaut, mais c'est un peu plus tard, quand je me suis inscrit dans les concours, que je me suis inscrit seulement pour la marine nationale et que j'ai fini la marine nationale. Et je regrette pas du tout ce choix. Euh, c'est une envie depuis, depuis très longtemps, quoi. D'accord. Ensuite, question de Rafale 190. Pourquoi le call sign Jésus? Ça c'est tout bête, hein. C'est par rapport à mon nom de famille que je dirais pas, mais c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots avec mon nom de famille. Donc comme il y en a beaucoup, il y a beaucoup de call signs qui sont faits comme ça. D'accord. Donc, Ens- Ensuite, question de Alpine Flyer. Faut-il être une tête en mathématiques pour devenir pilote de Rafale dans la marine? heureusement, non. Ça, c'est des clichés qu'on a tous. Tu veux être pilote de chasse, il faut être bon en maths, bon en anglais, il faut avoir de bons yeux. C'est pas vrai dans l'absolu. Pour être pilote de chasse par cursus OPAN, il suffit d'avoir un bac. Alors à vérifier, parce que ça change toutes les années, mais quand je suis passé, c'était bac S, ES et je crois que c'était tout, mais maintenant ça a dû évoluer. Non, il n'y a pas besoin d'être une tronche en maths, non, ça c'est sûr que. Et heureusement d'ailleurs. Ok. Donc, enfin, il y a Alpine Flyer qui avait posé la même question, enfin une question par rapport à ce que tu venais de dire, mais je vais quand même la poser parce que le niveau bac pro aéronautique maintenant, c'est-il suffisant pour prétendre à devenir pilote de chasse de la Marine nationale? Ah bah, je pense. Après, maintenant, il faut se renseigner pour avoir les dernières infos auprès des CIRFA, parce que eux, ils diront, OK, il faut tel ou tel bac pour pouvoir y accéder. Mais je serais pas surpris que ça soit possible maintenant, complètement, ouais. D'accord. Ensuite, une question de Dams 795. Est-ce que faire une formation de planeur pourrait m'aider lors des sélections en vol dans la marine? Alors ça, c'est une question qui revient souvent quand on est sur les meetings, par exemple. Alors, euh, bah, quand tu vas aller à la sélection en vol à l'Envéoc, ça va être potentiellement plus difficile d'apprendre des nouvelles choses. C'est intéressant parce que tu vas apprendre des choses dans l'épure du pilotage, mais faut pas prendre de mauvaises habitudes. Et il faut savoir aussi, quand tu vas arriver à la 50S, donc à l'Envéoc en sélection, il faut savoir aussi tout de suite se remettre en question et réapprendre des nouvelles choses très rapidement. Il y a de tout hein, à mon niveau, enfin dans tous les pilotes qui ont fait Opan, même Bordache. Il y a des gens qui ont 0 heure de vol en arrivant à la 50S et il y a des gens qui en ont plusieurs centaines, que ce soit en planeur, en DR400, en quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de réalité, de vérité absolue en tout cas.
Il y a juste, c'est juste personnel. Si tu sens que ça va t'aider et que ça va te t'apporter quelque chose, n'hésite surtout pas. Je crois que c'est vraiment quelque chose de bien le planeur. Euh, Il n'y a pas de, il y a pas de vérité quoi. C'est bien si t'en fais, mais c'est pas grave si t'en fais pas quoi. D'accord. Oh. Ok, Ok. ensuite, une question de Stratosphérique 57. Quel est ton avis concernant les brevets aéronautiques BIA, PPL, SPL avant l'engagement? BIA, c'est quasiment, je dirais pas indispensable, mais presque. Parce que c'est un truc qui est facile à avoir. Je l'ai fait moi avec mon lycée. Et puis ça prouve un minimum de motivation quand vous allez aller arriver à la 50S. Il y a des épreuves de culture générale, de aéronautique, et le BIA aide parce que forcément on apprend deux, trois choses qui sont quand même bien intéressantes. Donc ça c'est un vrai plus, je pense. Après tout ce qui est PPL, brevet de base, et tout ça, moi j'en ai pas. J'avais pas d'heure de vol avant d'arriver dans la marine. Donc du coup, c'est loin d'être indispensable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui arrive avec 500 heures de vol, c'est génial. Mais il faut qu'il soit prêt à désapprendre pour réapprendre la technique, entre guillemets, militaire de pilotage. D'accord. Je réagis en même temps sur le salon où je vois deux questions, plutôt une question et une affirmation. Il y a Tom qui te dit de faire un peu plus souvent coucou à l'aéroport de Morlaix aux élèves de BTS Aéro. Ensuite, alors, confirme-moi, tu n'as pas volé avant d'arriver à la 50S. On est C'est d'accord? ça. Je suis arrivé avec 0 heure de vol. D'accord. Donc, Hugo, désolé, je ne pourrais pas poser ta question Quelle qui, question qui était à quel âge as-tu commencé le pilotage d'avion léger? Donc, Ah oui, bah non, du voilà. coup, par Oui, contre, je peux répondre à travers d'autres potes qui ont eu cette expérience-là. Il y a de tous les âges, hein. Il y en a, ils ont commencé dès le plus jeune âge. Et il y en a, ils ont commencé un an avant. Il y en a qui ont commencé. Il y a vraiment pas de. Moi, je l'ai pas fait, donc voilà. d'accord. C'est- Ensuite, une question qui nous vient de Brasco. Pourquoi avoir choisi Éopan au lieu de Bordage? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a longtemps, on m'avait dit, j'avais des amis aussi qui voulaient être pilotes de chasse, et on m'avait dit, il y avait un pote qui s'était beaucoup renseigné, et il m'a dit, quand t'es bordage, tu pilotes plus que. Enfin, alors c'était pour l'école de l'air. L'armée de l'air, c'est un peu la même chose. Il y a les directs, donc qui ont fait l'école de l'air, et les EOPN, qui est la version EOPAN, mais armée de l'air. Et lui, il voulait faire EOPN pour qu'il passe juste sa carrière dans l'armée à être pilote. Et moi, je me suis dit que bah pourquoi pas, je vais faire ça, ça me va très bien. En plus, il y a besoin juste d'un bac, donc je vais faire ça. Et plus je me suis renseigné, plus en fait j'ai découvert que il y avait surtout la marine nationale et et en fait j'étais resté sur ce plan-là. Donc après mon bac, j'ai fait une prépa et l'école d'ingénieur comme plan B surtout. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'avais su un peu en avance que l'école navale existait comme elle existe et ce qu'ils permettent de faire, je me serais peut-être un peu plus posé la question. Mais à la base, c'était donc un choix de carrière, c'est-à-dire je suis dans l'armée pour être seulement pilote. Mais ça, maintenant, c'est plus très vrai parce que on peut être EOPAN et plus tard passer des passerelles, des concours qui nous font, on appelle ça, se faire activer. Et ça permet au final de finir une carrière comme un bordage l'aurait fait en fait. Donc c'était un choix plus sur comment dire, la, la formation d'entrée qu'autre chose. D'accord. Alors, je prends des questions en même temps dans le live Retex. Alors, une question qui a l'air de faire l'unanimité, une question de Tom qui pose la question donc, comment tu as justifié aux entretiens le fait que tu avais 0 heure de vol? Ouais, bonne question. Niveau motivation, comment on le justifie? Ouais, ça c'est une bonne question. Le tout c'est de pas s'inventer une histoire. J'ai juste un conseil pour ceux qui vont faire ces, ces entretiens. Moi, ma vérité, c'était que en fait, j'avais pas les moyens de passer des cours pour être pilote dans le tourisme.
Je me rappelle quand ma mère m'a demandé à mes 18 ans si elle voulait, enfin si je voulais que mes parents me payent, enfin même pas à mes 16 ans parce qu'il y avait la conduite accompagnée. Si je voulais avoir le permis de conduire ou le brevet de base, je lui avais répondu je veux le brevet de base. Et c'était soit l'un soit l'autre. Et ils m'ont quand même dit non, bah ce sera le permis parce que ça sert quand même plus au quotidien. Donc ça s'est joué comme ça, mais en fait c'était enfin c'était que j'avais pas les moyens de me payer des heures de vol à ce moment-là. D'accord. Et je savais. Alors là, pour revenir sur le planeur, je rebondis là-dessus. Il y avait pas de club de planeur proche de chez moi. Et si à l'époque j'avais eu conscience de ça, je pense que je me serais inscrit dans un club de planeur pour en faire parce que l'heure de vol est quand même beaucoup moins cher. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un plus chez les planeuristes. Ok. Alors, prochaine question de Fine Cloche. Y a-t-il un moyen de connaître son aptitude au métier de pilote de chasse de la Marine nationale avant ses 18 ans? Il y en a un, oui. Il y en a un. C'est de passer en fait bah, comment dire, la visite médicale qu'on passe tous, là, de classe 1, Mhm. mais c'est pas donné. C'est, je crois, dans l'ordre des 500 euros, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, c'était à peu près ce prix-là à l'époque. Et comme je l'ai dit, je voulais pas payer 500 euros pour savoir si c'était bon ou pas. J'ai préféré attendre de rentrer dans les sélections en vol pour le faire. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait une prépa et une maths sup, enfin maths sup, maths p et une école d'ingé. C'était au cas où mes conditions physiques ne me permettaient pas de faire pilote. Et du coup, j'ai une voie de secours, quoi, une issue de secours. Ok. Ensuite, on attaque au niveau cursus et au pan, enfin, dans le vif du sujet, Antoine Olivier. Mais je crois que tu as déjà répondu, peut-être. Enfin, je vais quand même la poser. Avez-vous fait des études avant d'intégrer les EOPAN? Et si oui, lesquelles? Oui, c'est ça. Donc, bah, comme j'ai dit, j'ai fait maths sup, maths p, Mm. et puis une école d'ingénieur en mécanique. Et là, c'était mon choix. C'était, je savais pas trop quoi faire après le bac. Un prof m'avait conseillé que c'était, enfin, m'avait proposé de faire ça, que c'était un truc qui permettait d'accéder à, enfin, c'était une porte vers plein d'autres portes, que ça m'ouvrait plein de voies. Donc, comme je savais pas trop quoi faire en dehors du métier de pilote de chasse, et ben, du coup, j'ai fait ça, un peu par défaut, parce que je savais pas quoi faire d'autre en fait. Ok. Ensuite, si vous pouvez arrêter de me ping, s'il vous plaît, messieurs, parce que j'ai aussi des questions sur un bloc-notes. Après, on reviendra à vos questions dans le rétexte. Merci. Une question de... euh, ah oui, alors une question de Rafale M, un très bon pseudo. Euh, que vous demande-t-on Qu'est-ce qu'on vous demande de réaliser lors d'un vol pendant la sélection en vol? Wow, c'est assez... Bah, c'est intéressant, mais ça va être dur d'y répondre rapidement. Mais en gros, ça évolue, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de vols, dont deux vols test. Il y a le vol pile base, on appelle ça, qui c'est au bout du quatrième ou cinquième. Ça s'appelle pilotage de base, enfin pile base pour pilotage de base. Et le dernier vol, le S14, le fameux vol test. Alors ça commence premier vol, enfin première mission, on appelle ça le S0. C'est même pas un vol, c'est-à-dire que c'est du roulage. On fait le tour du taxi à l'Envéoc. Donc c'est déjà pas évident parce que bon, c'est la première fois qu'on met les pieds dans le Cap 10. Dans le Cap 10. Pour ma part, c'était la première fois que je montais en place commandant de bord dans un avion à hélice. Et on fait donc l'idée, donc c'est de dérouler cette checklist de démarrage, de roulage et de coupure moteur pour le retour. Et surtout, on apprend à rouler avec le Cap 10, qui est pas un avion facile à rouler au sol. Je sais pas si tout le monde voit ce que c'est un Cap 10, mais c'est un avion de voltige avec la roulette de queue. Et c'est pas évident pour les premières heures à taxier un avion, c'est pas facile. Donc ça commence comme ça et après on décolle. Enfin, les missions d'après, c'est l'étude du décollage, de l'atterrissage, des tours de piste et des allers-retours en zone de travail. Et plus ça va, plus on nous laisse les commandes et plus on nous demande des choses comme donc déjà faire des tours de piste. Il y a des vols en plein milieu de la sélection là où c'est que du tour de piste. Des tours de piste normaux et des tours de piste pas de moteur. Et il y a aussi après, ça enchaîne beaucoup plus sur la voltige. Donc faire des séances de voltige assez propres. Donc ça reste de la voltige militaire entre guillemets, c'est-à-dire que on recherche pas la beauté de la manœuvre, mais de la précision des paramètres d'entrée et de sortie.
Donc, bah, exactement, c'est voilà, le Cap 10 en photo là, que tu envoies. Ouais. Euh, et donc, ça évolue. Et à la fin, le dernier vol, on est censé être quasiment autonome depuis la mise en route jusqu'au retour au parking. Aller dans un des secteurs de voltige de la presqu'île. Et tout ça avec des bonnes connaissances au sol, donc ça soit dans l'avion, dans les procédures, dans la séquence de la mission, donc la gestion de la mission, euh, et tout ce qui va avec. Donc il y a la phraséologie, enfin tout ce qui demande toute la boîte à outils du pilote. Donc qui est c'est très progressif et puis ils s'adaptent aussi à chaque élève. C'est-à-dire qu'ils vont pas demander la même chose, entre guillemets, enfin si, ils vont demander la même chose, mais ils vont s'adapter à celui qui a eu 0 heure de vol en arrivant, que celui qui en a 500. Celui qui a 500 heures de vol, forcément, faire une boucle, ce sera peut-être plus simple, s'il a peut-être fait du Cap 10 avant, que celui qui en a pas. Donc ils s'adaptent à ça, et en fait, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est comment on restitue un exercice qu'on nous a montré et qu'on a appris au sol et qu'on nous a montré en l'air une fois, deux fois s'il faut, et comment on le refait. Donc tout ça, ça tourne autour de la gestion du stress et du travail. Beaucoup de travail, ça passe par là, la gestion du stress. Quelqu'un qui est bien préparé, il sera apte à moins sujet au stress en tout cas. Donc c'est en fait, ils nous apprennent vraiment un peu la vie du pilote de chasse en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail au sol pour ensuite être efficace en l'air. Et tout ce qu'ils nous apprennent, moi, ça m'a servi pendant toute ma formation à des diverses dimensions, mais le cadre est toujours le même en fait. D'accord. Donc j'espère que ça a répondu à la question. Bon, je pense que oui. Ensuite, comment as-tu trouvé, c'est une question de Hector, comment avez-vous trouvé le rythme des sélections en vol? Moi, c'était bien. Enfin, en fait, c'était vachement dépendant de la météo parce que la météo est pas extraordinaire à l'Envéoc, surtout que j'étais dans une période, je suis arrivé fin novembre. Donc j'ai le temps les premiers mois j'étais bâché jour par jour tous les jours en fait. Donc c'était assez long de faire mon premier vol. Et après ça s'est débloqué. Le rythme il a des va-et-vient. Ça dépend de la disponibilité des avions, ça dépend de la météo, ça dépend de tellement de choses. Mais ils nous font pas enchaîner tout ça en une semaine comme on le ferait aujourd'hui sur Rafale parce que ça n'a pas d'intérêt. Et eux ils veulent voir comment l'élève est au sol dans toutes les phases, en fait, dans les phases d'apprentissage, de restitution, au briefing, par exemple. Le briefing est très important, le débriefing aussi, et puis on est surveillé, je dirais pas H24, mais on est surveillé aussi notre comportement au sol avec les autres moniteurs, en sport, de partout, en fait. Donc, c'est pas qu'une épreuve de pilotage. La sélection en vol, c'est une épreuve de comportement, j'ai envie de dire, Mmh. et d'apprentissage. D'accord. Toujours dans la même question de Hector, quels sont tes conseils clés afin de réussir ces sélections et de maximiser ses chances d'être retenu en chasse? Comme j'ai dit, c'est le travail, aussi bien personnel qu'en équipe. Faut pas oublier que la cohésion est très importante et il y a un vrai accent qui est mis pendant la sélection en vol là-dessus. Parce que enfin, tout le monde le dira et ça se vérifie, hein. Il y a pas, personne ne peut réussir tout seul dans son coin. On a toujours besoin de l'aide de quelqu'un qui a compris quelque chose que j'aurais pas compris et inversement. Ça marche vraiment comme ça. Au début, on n'y croit pas trop. Des fois, on se dit, bah, c'est pas vrai. Mais en fait, si, il y a tellement d'infos et de données qui arrivent que si on travaille pas ensemble, qu'on se donne pas un peu nos retours d'expérience comme on le fait en ce moment, ça marche pas. Donc il y a un travail d'équipe et un travail personnel à fournir le soir, à réviser ses checklists, à réviser ses procédures. Et il y a une gestion du stress. Donc pour ça, bah, c'est faire du sport, bien manger, bien dormir et travailler. Le travail, en effet, quelqu'un qui travaille, qui se sent prêt et qui travaille bien, il va bien dormir, du coup bien manger et du coup être prêt le matin au briefing. C'est un cercle vicieux un peu qu'il faut pas louper. D'accord. Une Ah, question ouais. assez sympa de Ayrton, Ayrton, pardon. Au niveau de l'anglais, comment avez-vous procédé pour vous préparer? Ouais, ça, c'est une bonne question en effet. Moi, j'étais vraiment pas très bon en anglais au lycée.
Je me suis mis un peu vraiment à pratiquer l'anglais en arrivant en prépa. Les vacances d'été, les premières vacances d'été en arrivant en prépa, je suis parti avec mon sac à dos à Londres. J'ai fait fils au père. Et en fait, le matin, j'avais pris des cours d'anglais. Il y a des instituts qui existent à Londres. Je pense qu'il y en a de partout maintenant. Où c'est les cours du matin et l'après-midi, je travaillais pour la famille. Comme ça, ils me logeaient. Mhm. Et l'après-midi, je me baladais en ville avec les gens qui prenaient aussi des cours dans l'institut, donc de toutes les nationalités. Donc ça permet de se débloquer à l'oral. Ça, c'est la meilleure solution. C'est vraiment d'être confronté à la difficulté pour se débloquer à l'oral. Et après, voir des séries, regarder des séries en anglais, ça, y a pas, c'est plus un secret. Avec sous-titres en français, pourquoi pas au début, mais en anglais après pour faire correspondre l'entendu de l'écrit et ne pas hésiter à faire des pauses et à chercher sur les dictionnaires là, les mots qu'on comprend pas. C'était assez fastidieux au début, mais moi ça m'a vachement aidé à progresser. Et puis au final, j'ai eu la chance de faire un full US. Donc du coup, dès le début, ben, comme on est en France et qu'on parle pas anglais en France, bah, on est bloqué en anglais et les premières heures arrivées aux États-Unis, bah, là on est confronté à cette difficulté du blocage et qui se débloque en essayant de vivre normalement là-bas. Donc, euh, donc, en fait il faut voyager ou regarder des films en anglais, quoi. Bah, ça c'est mon conseil en tout cas. Et Ok. travailler le TOEIC aussi parce que il y a l'épreuve du TOEIC à avoir. Je sais plus combien il demande. Je crois que c'est 780 points minimum. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais ça aussi, il faut le travailler, donc ça, c'est pas très compliqué, ça se bachote. Il y a plein de livres et j'imagine, d'endroits sur Internet où on peut trouver de quoi s'entraîner. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Bah, justement, je vais pouvoir faire une transition avec ce que tu viens de dire concernant que tu as fait le full US. Il y a une question de Baptiste Petiot. Le nombre de pilotes par promotion ayant accès au cursus full US est-il fixe ou variable? Ça, c'est extrêmement variable. Il a tendance à augmenter ces dernières années, a priori, de ce qu'on en voit. Mais c'est extrêmement variable. Il n'y a aucune règle et je ne saurais pas dire comment c'est géré. Mais ça, c'est décidé par des gens qui ont une bonne vue sur toute la situation. Et ça, il y a vraiment aucune logique apparente en tout cas. Mais je suis sûr qu'il y en a une. Mais non, il y a pas de, comment dire, on peut pas dire début d'année, il y aura autant de places par année, ça n'existe pas. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en tant qu'éopant, on disait, bah, c'est les promos alpha en général qui ont les places, parce que les places c'est à l'année, tout ça, donc du coup, les premières promos, bah, ils ont tant de places. Et les dernières promos, les Charlies, ils en ont pas, ça c'est vraiment pas vrai du tout. Euh, c'est pas vrai du tout. Les classes aux États-Unis, il faut savoir que c'est une vraie usine là-bas aux États-Unis, donc toutes les semaines, pour certaines écoles, voire d'autres écoles, toutes les 2 ou 3 semaines, il y a des nouvelles promos de 10 pilotes par escadron, et il y a plusieurs escadrons de formation qui arrivent en formation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dates pour commencer une formation aux États-Unis, donc c'est pas ça on ne peut pas dire que le full US ou aller aux États-Unis, il faut y être le 1er septembre, donc c'est-à-dire qu'il faut réussir fin août la sélection, sinon on ne sera pas pris. Il n'y a pas de truc comme ça non plus, quoi. Ok. Alors, toujours de Baptiste Petiot, as-tu un quelconque conseil augmentant les probabilités d'intégrer cette voie? Malheureusement, non, euh, parce que en fait, la voie full US, comme je l'ai dit, c'est entre guillemets un coup de chance. Sinon, le cursus classique, hein, je le rappelle, c'est Salon Cognac et puis après Méridian. Pour partir en full US, il faut être le premier de sa promo. Donc ça, le seul conseil que j'ai, c'est de travailler dans un bon esprit pour être performant tout le temps et à plusieurs. C'est-à-dire que le choix, il va se faire pas forcément, enfin pas que au niveau, mais aussi par le comportement. Donc il faut être tout le temps, avoir un bon comportement, essayer de donner à fond chaque vol et chercher la performance à chaque fois.
Et ça non, enfin, il y a pas, il y a des gens qui ont été, j'imagine, plus qu'excellents et ils n'ont pas pu avoir de place en full US parce qu'il n'y en avait pas à ce moment-là. Et enfin, il y a pas de. Le full US, c'est vraiment, faut le comprendre comme il y a des places de dispo. La marine a de quoi envoyer des élèves pour ça. Ils vont le faire au moment où ils peuvent le faire, en fait. Mm. Ils vont pas attendre autre chose, en fait. D'accord. Une question de Antoine. Alors, toujours sur le full US, hein, bien évidemment, parce que ça a l'air de faire rêver beaucoup de monde. En quoi consiste la formation full US et pouvez-vous nous donner vos retours sur cette expérience? Vaste question. Alors, en quoi elle consiste? En gros, on fait à peu près la même chose en accéléré que ce que font les élèves qui ont fait Cognac et Salon. À la différence qu'on passe pas la TPL. Ceux qui vont à Salon et à Cognac, aux dernières nouvelles, ils passent la TPL. Nous, on arrive aux États-Unis, donc dès notre arrivée, on passe 2 mois à San Antonio. Pour tous les étrangers qui arrivent aux États-Unis, il y a 2 mois dans un institut de langue qui est obligatoire. Ça, c'est pour s'acclimater un peu au vocabulaire militaire américain. Et puis, c'est pas plus mal parce que ça permet 2 mois, pendant ces 2 mois, de trouver une voiture, de se faire un compte en banque, trouver un numéro de téléphone. Donc, ça permet de faire un peu le côté admin des choses courantes de la vie, sans pression extérieure. Et après, donc, ces 2 mois passés à San Antonio, on va à Pensacola. Et là, pour les élèves qui font le full US, on appelle ça le primary. Donc, le primary, en gros, le primary français, ce serait Cognac et Salon. Et le primary américain, ça se fait donc sur T6. Ça dure 6 mois, 1 an, ça dépend de la météo, des avions et tout ça, encore une fois. Et donc là, on a plusieurs semaines de cours où on fait une sorte d'ATPL en accéléré. Je dis ATPL parce que ça correspond un peu à ça dans le niveau météo, niveau aérologie, aérodynamique et tout ça. Mais c'est assez accéléré et ça n'a pas vocation d'avoir un diplôme à la fin ou quoi que ce soit. Et après, on attaque les cours sur T6. Donc, il y a des cours au sol, sur la machine, sur les procédures. Euh, et donc, tout ça, après, il y a un peu ce que font les élèves en France, mais moins. On fait moins de choses. Par exemple, on fait pas de navigation basse altitude là-bas aux États-Unis. C'est pas un truc qu'ils apprennent dès le début. Euh, on fait des vols de forme. Ça, c'est bien. Mon retour d'expérience personnel là-dessus, c'était que c'était une année assez extraordinaire parce que on est jeté en binôme. Alors ça c'est bien parce qu'ils essaient de me faire des binômes, en tout cas d'élèves qui partent aux États-Unis. On part là-bas et on vole une machine qui est quand même assez géniale, le T6. Donc ça c'est le T45 que tu as envoyé. Oui, oui, tout à fait, parce que j'ai pas de photo du T6. Le T6, donc c'est un avion qui a les mêmes couleurs à peu près, à hélice avec un turboréacteur et qui c'est une belle machine. Et puis on fait des trucs qui sont quand même sympas, de la voltige, du vol de forme. Et on apprend aussi à piloter l'IFR, donc ça c'est un peu une découverte pour tous. Donc le vol aux instruments, c'est là-dessus qu'on découvre. Je suis pas sûr qu'il y a Cognac qui peut-être qui découvre le vol aux instruments à ce moment-là. Je pense que oui, si, c'est sûr même. Donc voilà, ça c'est un T6 donc de l'US Air Force. De l'US Navy, c'est le même en blanc et rouge, en gros. Et, et donc c'est une machine assez récente qui a peu de panne et qui marche très bien et qui permet de faire beaucoup de choses. Alors, pour l'entraînement, c'est un peu un vieux PC-21 en gros, si on veut coller avec l'armée de l'air. Voilà, exactement ça, c'est le T6. Euh, donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si j'ai été clair sur un peu l'intérêt du full US. En gros, c'est ça, c'est juste partie primary dans la formation qui se fait à Pensacola. Et le gros avantage, c'est que, en gros, de ce que je vois, c'est on gagne 1 an par rapport à nos potes qui font un salon de cognac. Ok. Ensuite, une dernière question, on va dire, sur le full US, c'est de Louvian. Louvien, je ne sais pas si je le lis correctement. Vit-on sur base ou à l'extérieur de la base aux US? Voilà. Ça, c'est comme en France, c'est au choix du candidat. Nous, on a décidé de louer une maison à quatre. Il y avait deux Français qui étaient devant moi, donc des potes qui étaient de la promo d'avant moi en tant qu'éopans. Et avec mon binôme, on était donc du coup tous les quatre dans une maison aux États-Unis. Et c'était très sympa. Enfin, il y a vraiment de tout. On peut vivre sur base comme louer une maison, comme on ferait en France, quoi. D'accord.
Donc maintenant, on va passer aux questions en flottille. Donc le full US, c'est bon. Une question de Hugo. Quelle est la différence bah, ça tombe bien puisque pour l'instant, toi, tu y es. Quelle est la différence entre être équipier opérationnel et équipier entraînement? Alors la différence, en fait, l'équipier entraînement, c'est l'équipier, donc le pilote qui sort juste de sa formation de transformation Rafale. La transfo Rafale, on appelle ça, donc normalement est faite à Saint-Dizier, donc à l'ETR. Elle permet donc à un pilote, que ce soit un pilote fraîchement macaroné sur T45 ou un ancien pilote de Mirage 2000 par exemple, d'être transformé sur Rafale. Donc il faut apprendre la machine, les bases de, du, du comportement de la machine, de son système d'armes qui est très complexe et très complet. Et aussi pour nous, du coup, fraîchement macaronnés, d'apprendre quand on a fait un full US, un des inconvénients, c'est quand on arrive en France, on apprend aussi les procédures françaises qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis, pardon. Donc du coup, c'est assez complexe cette partie. Et en fait, tout ça pour dire que on apprend donc la machine, donc ça s'appelle la STC en gros, ou c'est PIM pour enfin ça s'appelle la transformation Rafale. Et une fois qu'on a fini la transformation Rafale, on est équipier d'entraînement, donc on a tout un tas de missions à faire en air-air, en air-sol, en air-mer, en tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on a validé ces vols et et que les vols tests un peu à la fin ont été validés par plusieurs leaders, en gros, on passe équipier ops. Et équipier ops, ça veut dire quoi? Pour faire simple, court, c'est on peut partir en mission avec de l'armement et potentiellement partir tout seul en mission. C'est-à-dire on devient complètement autonome. On n'a plus besoin de leader entre guillemets pour réaliser une mission. C'est ça l'équipier ops. L'équipier ops, en gros, un pilote qui n'est pas leader mais qui est autonome avec de l'armement en fait. Ok. Alors ensuite, alors ça c'est la question qui est revenue le plus sur Discord et sur Instagram, parce qu'on pose beaucoup de questions en message privé, à ce qui paraît. Une question de MC Borg. Comment s'est passé ton premier catapultage et ton premier appontage? Ça, c'est un truc que je pense que je me rappellerai toute ma vie. Donc, ça se fait sur le porte-avions aux États-Unis. C'était l'USS Eisenhower pour ma part, CVN 69, donc sur T45. Et donc, comment ça se passe? Ça se passe, c'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, les Américains ils mettent un porte-avions entier pour les écoles à l'appontage pour cette partie-là. Et donc, du coup, c'est-à-dire que chaque officier d'appontage entraîne ses équipes d'élèves par escadron. Et même par escadron, il y a 3 officiers d'appontage et chaque officier d'appontage gère 10 pilotes, enfin 10 élèves. Donc en fait, moi je l'ai un peu vécu comme si on allait en compétition, que ce soit de rugby ou de n'importe quel sport, avec son coach qui est là, l'équipe, qui est pour le coup l'officier d'appontage, et on part avec tous les avions. Par exemple, pour moi, c'était à Kingsville, donc sur la côte est des États-Unis, et on attend à l'hôtel sagement que on nous dise, OK, demain, tu pars avec tel leader et tel élève, vous partez à telle heure sur le porte-avions. Donc là, c'est assez stressant la veille parce que bon, on se dit comment ça va se passer. Première fois qu'on voit un porte-avions en vrai, c'est tout seul dans un avion monomoteur. Donc du coup, J'étais parti avec un élève américain et un leader. Et le leader arrivé une fois au-dessus du porte-avions et qu'on a l'autorisation d'apponter, il nous lâche et on vient s'insérer dans le circuit du porte-avions. Donc l'idée, c'est de faire plusieurs passes sans la crosse pour faire des touch and go et commencer un peu à voir l'environnement du porte-avions qui est très spécial et distrayante. C'était assez compliqué au début de rester concentré sur le miroir d'appontage parce que il y a des hélicos qui sont rotor tournants, il y a du monde de partout sur le pont d'envol. Donc c'était assez dur de ne pas regarder ailleurs et de rester concentré. Ça m'a un peu marqué. Et, donc du coup, une fois la crosse sortie pour le premier appontage et pour la première fois que j'ai apponté, c'est vrai que la sensation, j'avais l'impression d'avoir cassé l'avion tellement c'est violent sur le coup, le freinage. Je me suis dit, oula, mais l'avion, jamais ça résiste. Et en fait, si. Et un peu la peur de voir arriver le bout du pont d'envol qui arrive sous le nez de l'avion là, assez rapidement. On se dit, putain, j'espère que le cap va pas lâcher derrière moi, le bras ne va pas lâcher derrière moi.
Mais ça, c'était assez satisfaisant de savoir que ça marche. Et après, le premier catapultage, bah là, c'était de la sensation pure qui prend aux tripes. Ça accélère très fort. Il faut savoir que, alors les catapultes américaines sont plus grandes, mais sur le Charles de Gaulle, par exemple, elles font 60 mètres. Le Rafale est plus lourd que le T-45, donc il faut en gros, il faut balancer 19 tonnes en 60 mètres pour au bout du pont, on soit à 200 plus km/h, 250. Du coup, c'est assez violent et on s'en lasse pas. Ça, c'est une vraie, enfin, c'est une sensation. Je pense que les pilotes de dragster doivent sentir à peu près la même chose. C'est vraiment quelque chose que je souhaite à tous là qui m'écoutent de vivre une fois, quoi. D'accord. Ensuite, une question de Brasco concernant le Rafale. Euh, Quel a été votre plus beau moment en Rafale marine? Je pense que c'était mon premier vol. C'était le premier vol, je pense, parce que le moment, donc on s'entraîne, moi je suis revenu des États-Unis, je suis pas passé par l'ETR, j'ai fait ce qu'on appelle ab initio. C'est-à-dire que la transformation Rafale se fait avec la Marine nationale, donc au sein des flottilles. Et donc du coup, Ah, 10 excuse-moi, simulations. juste, attends, excuse-moi, je vais juste te couper pour que les gens comprennent bien. En fait, parce que je reçois plein de messages privés là. D'accord. C'est juste, en fait, Jésus n'est pas passé par l'armée de l'air pour piloter un Rafale. C'est ce qui se fait d'habitude. Oui, voilà. Là, il est directement arrivé à Landivisiau et à Landivisiau, il a directement, enfin, après un certain temps, est monté directement dans un Rafale marine pour faire son premier vol. Vas-y, excuse-moi de t'avoir coupé. C'est exactement ça. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on rentre des États-Unis, on fait beaucoup de cours au sol pour que ça soit de la formation sur l'espace aérien français que je ne connaissais pas du tout avant. La formation sur l'avion aussi, qui est très complexe. Et après, on a une dizaine de simulateurs, donc que ça soit les procédures de l'Andivisio pour décoller, atterrir le minimum, un peu de voltige, un peu de vol de formation, des pannes surtout pour pouvoir ramener l'avion en cas de panne, parce que forcément le monoplace, eh ben, le seul commandant de bord, bah, c'est le pilote, hein, il n'y en a pas, il y en a qu'un. Donc du coup, il faut savoir ramener l'avion en panne. Et donc du coup, le premier vol, la première fois que j'ai mis en route les moteurs, c'est là où on se rend compte de la vraie puissance de l'engin, parce que au simulateur, bon, c'est assez aseptisé, mais en vrai, il y a des bruits, il y a des vibrations, il y a de l'accélération. Donc du coup, première mise en route, déjà rien que ça, c'était assez émouvant. Et après, le décollage, premier décollage, c'est vrai que tout va très vite, ça pousse, ça décolle, ça monte fort. Euh, Tout va plus vite que dans le simulateur et c'était assez magique. Le premier vol se passe avec un leader qui au début nous emmène en regardant de loin. Et là, la météo était parfaite. Et en plus, donc du coup, on a pu faire directement un peu de patrouille serrée, du vol en manœuvre, enfin tout ce qui est un peu du vol à deux avions. Et c'était assez magique vu les conditions qu'on a eues en Bretagne. La Bretagne qui est aussi un endroit assez magnifique à survoler. Ok, Donc il y en a plein, il y a plein de bons souvenirs dans le Rafale, mais celui-là c'était le plus marquant parce que c'était le premier vol, quoi. d'accord. Alors, une question de Dams 795. Quels sont les différents types de missions de la marine par rapport à l'armée de l'air? Sans rentrer dans les détails, bien évidemment. En élargi, on a à peu près les mêmes missions. La différence avec l'armée de l'air, c'est que l'armée de l'air a beaucoup plus d'escadrons et du coup les escadrons sont un peu plus spécialisés dans chaque mission. C'est pour ça qu'avant il y avait un Mirage 2000D qui faisait que de l'air-sol et des 1000-5 qui faisaient que de l'air-air. Aujourd'hui, le Rafale permet de tout faire. C'est vraiment un omni-rôle. Et donc du coup, bah, nous on fait tout. On apprend aussi bien à aller tirer au canon sur la terre que dans les airs. Donc il y a vraiment tout le spectre de ce que peut faire Rafale. On nous est enseigné dans la marine. Donc c'est passionnant parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il n'y a pas de routine, il y a pas de, on fait comme d'hab. C'est chaque mission a ses spécificités. Un truc qui est intéressant, c'est que maintenant, en vol, sur la même mission, on peut faire de l'air air et de l'air sol sans avoir à se poser pour prendre des bombes, par exemple. Donc ça, c'est génial. Donc sur le même vol, en 10 minutes, on peut avoir fait de l'air air et de l'air sol dans un temps de 10 minutes, quoi.
Donc pour ça, le Rafale est vraiment génial et ça rend l'émission extrêmement dense et passionnante. Aussi bien au niveau tactique que technique. Ça, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. D'accord. Ok. Alors maintenant, il y a une question de Alex 500. Les pilotes de chasse de la Marine nationale doivent-ils vivre avec leur famille proche de leur base ou peuvent-ils vivre où ils le souhaitent en France? L'idée, c'est quand même de vivre proche de la base parce que pour avoir une vie de famille assez normale, hein, tous les pilotes vivent autour de l'Andivisio. Je pense que c'est très compliqué de vivre à plus d'une heure de l'Andivisio parce qu'il faut quand même venir sur base tous les jours, comme un métier, on va dire, comme tous les métiers d'ailleurs. Euh, donc non, c'est assez compliqué de vivre par exemple à Toulon alors qu'on est pilote dans l'aéronaval à Ouais. la 12e par exemple. D'accord. Question de Darkness Rise. Préférez-vous la vie en flottille ou la vie sur le porte-avions? Je pourrais pas trop te répondre complètement parce que le porte-avions, moi j'ai juste fait ma qualification à Hmm, l'appontage de jour et tout de à fait. nuit. Ouais. Mais de ce que les gens, ça dépend des gens. Il y en a qui adorent beaucoup, qui aiment vraiment cette ambiance porte-avions parce que on est tous les uns un peu entre guillemets, mais on est les uns sur les autres. Donc du coup, on vit H24 avec nos potes, qui sont aussi nos collègues de travail, qui sont aussi nos leaders, qui sont aussi les équipiers. Donc ça, c'est assez génial. Après, à terre, c'est différent. On profite plus d'une vie on va dire, normale pour ceux qui ont de la famille, pour ceux qui font des sports en extérieur. Ça permet de vivre d'autres passions. Il y a les deux. Donc, ce qui est bien, c'est que on vit un peu deux vies différentes, que ce Hmm. soit à bord et à terre. Euh, En flottille, tout se passe très bien et j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a parce qu'on n'est pas très nombreux et on est très soudés quand même. Euh, et à bord, c'est encore plus amplifié parce que là, pour le coup, toute notre formation et entraînement est mis en jeu pour faire ce qu'on nous a appris de faire, quoi. Ok. Toujours question de Darkness Rise. Avez-vous un entraînement spécifique et quel sport pratiquez-vous en dehors de la base ou sur base? On nous demande pas d'avoir un entraînement spécifique pour être pilote de chasse. Après, c'est à chacun d'avoir entre guillemets son hygiène de vie physique. Pour ma part, moi, je cours de temps en temps. Je fais un minimum de sport pour garder, on va dire, le moral, l'énergie. Et après, en dehors de ça, je fais des sports extérieurs, du parapente. Il y a beaucoup de gens qui font du kitesurf, enfin un peu de tout, du vélo, de la moto. Il y a vraiment pas de, enfin tout le monde fait sa vie normale en dehors de ça, quoi. Ok. Une nouvelle question de Brasco. Avez-vous déjà participé à des vidéos de la chasse embarquée? Ben oui, du coup, tu m'as mis dans des vidéos dans la Euh, X et 7, 6 et ouais, 7, il me semble, c'est c'est ça? ça, ouais, tout à fait. Donc, en effet, j'étais en STC à la 17F quand Hervé est venu récupérer des vidéos de leaders avec du coup moi dans leurs ailes. Et voilà. Tout à fait. Euh, ensuite, alors, je vais prendre. Attends, parce qu'il y a tellement de questions entre les messages privés et. Ouais. euh, euh, si vous pouviez éviter de m'envoyer juste des messages parce que j'arrive plus à suivre à cette heure-ci. Euh, alors, je vais quand même poser hop, la question là. Une question intéressante de Hugo. Lors d'un appontage, pourquoi ne doit pas-t-on prendre le 1 et enfin, le brin 1 et le brin 3? Ah, ne doit pas-t-on prendre? Pourquoi le 2 c'est le mieux, quoi, en fait? Voilà. Eh ben, on vise le 2, ça c'est pour sûr. Le miroir d'appontage est fait pour nous amener sur le brin 2. Le brin 3, c'est assez courant qu'il soit aussi pris. Il n'y a rien de grave. Le brin 1, ça commence à être un peu plus grave parce que ça signe que le pilote était sur plus bas que la pente souhaitée. Et c'est un peu le dernier recours avant de finir dans le pont du porte-avions. Donc du coup, les officiers d'appontage en général n'aiment pas trop qu'on accroche le brin 1 parce que ça veut dire que l'avion est plus bas que prévu. Donc en général, les officiers d'appontage le voient et ils arrivent, enfin ils savent nous dire s'il faut qu'on mette un peu plus de moteur pour remonter ou pas. Donc sur des conditions de mer, on va dire normales, prendre le brin 1, c'est pas très bon, quoi. C'est-à-dire qu'on a été
qu'on n'a pas obéi forcément à ce que nous a dit l'officier d'appontage en direct et qu'on a volé le miroir trop bas. Donc c'est pour ça qu'en général on évite le brin 1. On évite tout le temps le brin 1. Oui. Mais il n'y a plus que lui à fonctionner, on va aller chercher le brin 1. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs sur le premier jour de mes qualifications à l'appontage aux États-Unis. Et aux États-Unis, les porte-avions, ils ont 4 brins et il y en avait 3 qui ne fonctionnaient pas. Et le seul qui fonctionnait, c'est le brin 1. Et comme on était formaté à prendre le brin 2 ou 3 aux États-Unis, qui correspond au brin 3 français, on va dire, c'était dur de prendre le bras 1. Donc du coup là, les officiers d'appontage prenaient la fréquence et nous téléguidaient pour aller chercher le bras 1 pour un peu vaincre cette peur du refus du sol, on va dire, Mm. entre guillemets. Parce que descendre un peu plus tôt que prévu quand il y a un porte-avions de plusieurs milliers de tonnes avec 2000 bonhommes dedans, c'est pas très rassurant quand même. D'accord. Alors, je prends une question dans le chat, là, j'en ai une qui est assez intéressante. Une question de Inferno Nounet qui demande qu'est-ce que le miroir? Le miroir, c'est donc un système qui maintenant, c'est un système de lumière et de lentilles qui permet de donner au pilote l'information de sa position instantanée par rapport à la pente d'appontage. Une pente à l'appontage, c'est environ 4 degrés, 3 degrés 7 pour être un peu plus précis. Et donc du coup, c'est en regardant le miroir, on va en fait en gros le miroir il est composé, on va dire, d'une référence, donc c'est des lumières vertes qui représentent l'horizon. Donc comme on voit ce qu'a envoyé Sheikh 44, en fait c'est donc le référentiel c'est les lumières vertes et il y a une grande barre verticale avec dedans plein de lentilles avec une ampoule derrière et qui nous donne la position verticale de l'avion par rapport à sa pente, par rapport où il en est dans sa pente. C'est-à-dire que si je suis haut, je vais voir on appelle ça la boule. On va voir la boule haute au-dessus de l'horizon. L'idée, c'est de voler la boule juste au-dessus de l'horizon pour avoir une pente en toute sécurité et qui va nous amener au brin 3. Si on est trop haut, on va arriver au brin 3, pardon. Si on est au milieu, on va arriver au brin 2. Et si on est en bas, on va arriver au mieux au brin 1, voire dans le porte-avions, dans l'arrière du porte-avions. Donc, on appelle ça miroir parce qu'à la base, les Américains, quand ils ont créé cet instrument, il y a des années, c'était un vrai miroir. C'était une sorte de cuillère avec une loupiote au milieu. Et pareil, il y a une référence matérialisée avec des lampes. Et en fait, quand on se déplaçait verticalement, cette loupiote, on la voyait du fait de la circonférence, enfin, de la partie convexe de la cuillère. On arrivait à voir si on était en haut, en dessus ou en dessous, pardon. Et maintenant, c'est tout fait avec un éclairage. Et c'est beaucoup plus précis qu'avant. Et en fait, c'est un système américain, forcément. Et qui nous permet tout simplement d'arriver sur une pente fixe que donc les officiers d'appontage, les OA, ils peuvent régler ça en fonction des conditions du jour, donc c'est-à-dire le vent, la mer. Donc en général, ça tourne autour de 3 degrés 7. Donc c'est vraiment un outil indispensable pour venir à bord. C'est la seule référence pour apponter, quoi. D'accord. On arrive tout doucement à la fin. Mine de rien, ça passe assez vite. Donc, on va prendre des questions d'outro. Donc, question. Alors, question de MC Borg. On va la dire quand même celle-là parce qu'elle est rigolote. Dire à une fille que vous êtes pilote de chasse sur Rafale, est-ce que ça aide? Bon, ça dépend de la fille. Ok. Toujours dans MC Borg, être de la flottille 12F, est-ce que c'était un choix ou c'est imposé? Non, c'est pas un choix. Toute la gestion des pilotes dans les flottilles, c'est géré par la cellule qui gère les 3 flottilles. Ils ont besoin de tant de pilotes dans les flottilles, hop, s'ils vont mettre tant de pilotes dans cette flottille. Il n'y a pas vraiment de moi je veux être dans telle flottille ou telle flottille, sinon ce serait trop compliqué à gérer. Donc moi c'était pas du tout un choix, mais si on m'avait demandé, j'aurais demandé à être à la 12F. Ah, comme Donc ça. ça tombe bien. Toujours MC Borg, est-ce que ça vous arrive? Alors, est-ce que ça t'arrive de contempler le paysage durant ta mission? Tu n'as pas le temps. Durant Euh, ton vol, en fait. ça dépend des missions, en effet. Quand on fait 3 heures de vol, qu'on traverse la France pour aller tirer sur un bateau,
on a le temps un peu de regarder dehors. Et même suivant l'intensité tactique de la mission et l'entraînement forcément qu'on a, parce que moins on est entraîné, plus on est occupé par voler l'avion et tous les paramètres qui vont avec. Donc quand on a un bon entraînement, quand on est bien entraîné et que la mission permet, oui, on arrive à profiter de, du paysage à l'extérieur. D'accord. Ça, c'est sûr. Et il Et faut. alors, je vois des questions, mais Tesla, par exemple, on ne peut pas répondre à ta question, parce que là, on rentre dans le confidentiel, au nombre de vols par semaine et sur le porte-avions. Donc, je vais prendre une question de Brasco. Quel était le moment le plus difficile depuis le début de ta carrière, mentalement, et comment as-tu trouvé la motivation pour la surmonter? En gros, Euh, Bon, il y en a plusieurs. À chaque fois, il y a des marches d'escalier, hein. Quand on arrive à la 50S, tout nous paraît infaisable. Beaucoup de choses m'ont paru infaisables, surtout quand on voit ceux qui sont devant et qui finissent. Et là, ils brillent dans nos yeux comme des dieux parce qu'on se dit, putain, ils ont fait le truc le plus dur de la vie. Mais chaque passage est plus dur. Le niveau augmente forcément avec l'entraînement. À chaque fois, il y a des remises en question et ce qui permet de garder le cap, c'est, comme je l'ai dit, la motivation. Et pour ça, il faut bien se rappeler de pourquoi on est venu dans la marine, pourquoi on a voulu faire ce métier. Pour ça, pour tous ceux qui veulent faire ça, il faut vraiment savoir pourquoi vous le faites et si vraiment, à vos yeux, c'est le métier qui vous correspond et qui va, comment dire, sur le plan militaire, va vous satisfaire. Parce que, en effet, il y a des gros moments de doute où on se dit pourquoi je fais ça, pourquoi je me lève pour faire ça. Le niveau demandé est tellement exigeant et compliqué et élevé, pardon, qu'il faut vraiment avoir, on va dire, des racines solides dans nos motivations. Donc, il faut pas oublier pourquoi on s'est inscrit au CIRFA, quoi. Donc, c'est pour ça, c'est ce qu'ils testent d'ailleurs à l'Envéoc, à la 50S. Toutes les commissions, les entretiens avec les psys, c'est pas pour nous embêter, c'est pour être sûr que ça soit pas un caprice du jour au lendemain. Tiens, j'ai envie d'être pilote de chasse. Je ne sais pas trop pourquoi, mais l'avion il fait du bruit, il est joli. Euh, non, il faut que ça soit une vraie motivation, qui ait un réel intérêt. Sinon ça va être compliqué. ok. Donc, on arrive tout doucement à la fin. Je vais prendre une ou deux questions dans le live Retex, pardon. Est-ce que vous avez des questions? Il reste 8 minutes. Après, Jésus est obligé de nous laisser. Donc, je regarde s'il n'y a pas eu des questions avant. Il y a Zéro. Adrien, il a reposé plusieurs fois la même question. Vas-y. J'essaye de voir un peu Il me demande quelle est l'ambiance ou l'état d'esprit, la relation avec les différents instructeurs à l'EUP. Est-ce qu'ils sont bienveillants pour certains ou alors est-ce qu'il y a une certaine distance? Euh, alors tout ça, en gros, pour résumer et pour être assez clair, en général, il y a une bienveillance et ça dépend forcément des gens parce que chaque personnalité, chaque personne a sa pédagogie, chaque personne a ses sentiments. Donc il n'y a pas de vérité générale, mais ce qui est sûr, c'est que en effet, comme tu le dis, c'est militaire. Donc on peut boire des verres le soir au bar après un vol test avec son instructeur, parce qu'on s'entend bien avec lui, ça, il n'y a pas de problème. Mais au boulot, c'est le boulot, donc il faut pas oublier que on est militaire et que c'est un métier quand même. C'est pilote, c'est de chasse, c'est une profession militaire, quoi. Donc ça reste très exigeant et il faut pas oublier ça en fait. Tous les jours, on peut s'amuser. On a une très bonne ambiance par exemple à la 12F. Quand il y a des moments pour rigoler, on rigole, mais quand il s'agit de travailler, il n'y a plus trop de place à la rigolade. Et il faut que ça soit comme ça, sinon ça marchera pas. Ok. Donc, je prends encore une question de Cheikh44, qui est assez sympa, la question là. Quelle est selon vous la phase la plus difficile lors d'une procédure d'appontage? Je dirais le dernier moment quand on va toucher le pont, parce que là, tout s'accélère. Et il faut être très précis dans le pilotage du manche, parce que la moindre mauvaise action, qui peut être un réflexe, qui peut être n'importe quoi, ou une crispation, peut faire qu'on bolte, c'est-à-dire qu'on ne prenne pas le brin, ou qu'on tape un peu fort.
et qu'on se fasse un peu taper sur les doigts par les officiers d'appontage, parce que le problème de taper fort, c'est qu'on abîme l'avion et le porte-avions. Donc il faut pas faire n'importe quoi. En dehors de l'appontage en lui-même, c'est-à-dire que les 15 secondes d'arrivée en finale, c'est toutes les procédures qui sont autour du porte-avions. Parce qu'on se dit, à l'appontage, bon, on arrive sur un bateau et on se pose. Non, c'est pas trop ça. Il faut savoir que le porte-avions, il a sa salle d'approche. Donc ça peut parler aux gens qui font déjà de l'IFR. Je sais pas s'il y en a parmi vous, mais quand vous en ferez, pour ceux qui connaissent pas, donc du vol aux instruments, il y a du contrôle aérien, et donc des procédures, de la radio, des procédures radio. Et tout ça, le porte-avions a ses propres contrôleurs. Et donc, il évolue dans l'espace aérien français. Donc, au milieu de tout ça, il essaie d'insérer les avions qui viennent à ponter. Donc, ça peut être vite complexe, surtout s'il y a des pannes sur les avions. Ça peut vite être compliqué à gérer. Donc, on n'est pas pilote même en étant commandant de bord de l'avion, on n'est pas tout seul à gérer la situation. Il y a plusieurs personnes sur le porte-avions qui suivent sur tout ce qui se passe, donc grâce au radar, grâce aux infos qu'on donne à la radio. C'est pour ça qu'il faut être très pro aussi à ce moment-là pour pas trop en dire et pour en dire le moins possible. Donc ce qui est dur autour du porte-avions, c'est vraiment toutes ces procédures. Et techniquement, vraiment, bon, l'appontage, il demande en effet beaucoup de précision aux manches. Ça c'est euh, ça c'est vraiment un truc qui nous demande, c'est d'être très précis dans les corrections à l'appontage. C'est ce qui fait un peu en effet la difficulté de l'appontage. C'est vraiment une question de précision et d'obéissance à l'officier d'appontage. Ok. Est-ce que tu es bon pour une dernière ou c'est bon pour toi? Ouais, ouais, vas-y. Je suis. Ouais, d'accord. Avez-vous pu observer une différence de comportement de pilotage, de mentalité entre un néopan et un officier issu de l'école navale? Non, parce que ça encore, c'est une question de personnalité. Un bordage, comme on les appelle, ceux qui ont fait l'école navale, et un néopan, on les met tous les trois, enfin on en met plusieurs néopans à bordage autour d'une table, c'est impossible de dire qui a fait quoi. Mm. La seule différence, c'est le grade. Quand les nouveaux pilotes de chasse, les nouveaux macaronnés arrivent en flottille, ils sont 3 gallons en général, ou au moins 2 gallons, mais pas pour longtemps, plus pour longtemps du moins. Ils passent 3 gallons rapidement, et donc du coup, la différence, elle se fait là. C'est-à-dire qu'ils arrivent plus vite à des tâches au sol avec des responsabilités, puisqu'ils sont lieutenants de vaisseau, donc du coup, ils sont cadres dans la marine, donc ils ont un poste un peu plus avancé aux yeux de la marine nationale en fait. Donc Ok, c'est-à-dire que la marine nationale compte à former les bordaches pour être cadre dans la marine nationale. Donc ils vont vite avoir des tâches au sol plus complexes, ou en tout cas qui demandent plus de responsabilités que nous les éopans. Moi par exemple, je suis 1 gallon seulement, donc j'ai pas trop de responsabilités au sol, contrairement à mes amis qui eux sont 3 gallons et qui sont au même niveau que moi en termes de pilotage, enfin, en termes d'avancement dans le cursus, et ils ont déjà des tâches au sol qui demandent beaucoup d'attention déjà. ok. Donc c'est là. Euh, c'est bon là pour toi ou t'en prends une dernière? C'est comme tu veux. Ouais, ouais, je peux encore continuer un peu. Alors, hop. Alors, Inferno Nounet, tu es pilote depuis combien de temps? Pilote Rafale, on va dire. Ah ben, alors, pilote Rafale, ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans en janvier, pardon. Et après, pilote, ben, en fait, je suis pilote depuis que je suis dans la Marine nationale. Avant, comme je disais, j'avais pas d'expérience en tant que pilote. Donc, du coup, mes premières heures, elles ont été en Cap 10 à l'Envéoc. Ok. Donc, Entendu. ouais, 5 ans en tout cas, en 5 tout. ans, ouais. Ouais. Ok. Entendu. Ben voilà, donc ce rétexte se termine pile poil à l'heure. Donc on avait dit 1 heure. Parce qu'ensuite Jésus a d'autres choses à faire à côté. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a répondu au maximum de questions et voilà, ça a répondu à beaucoup d'attentes. Donc Jésus, je te remercie beaucoup d'être venu. Bah, Euh, merci à toi pour tout ça, parce que c'est génial ce que tu permets de faire. Enfin, je me mets à la place de tous ceux qui veulent faire Léopard ou bordage, ou en tout cas pilote. C'est vraiment génial de pouvoir faire ça. Donc merci à toi, merci à tous d'être venus ce soir. C'est cool d'avoir pu partager tout ça. Et en espérant bah, vous voir en flottille dans quelques années. voilà.
C'était le mot de la fin. Messieurs, mesdames, je vous souhaite une bonne soirée et profitez bien de votre week-end avec un bon lundi férié. À bientôt tout le monde pour un prochain Retex. Salut, Ok. salut! Ciao.